fait ses études à Lyon, Lyon 2, lycée Lumière. Enfin, il a fait ses études ici et il a présenté son doctorat en 2014 autour de la notion de socialisation et protection de l'enfance au Bénin. Et dans la langue fond du Bénin, on appelle ça Vido-Mengon. Donc lui, il a inventé son titre Vido-Mengona. Donc nous avons pensé qu'il est intéressant de l'inviter. Dommage, il y en a qui sont partis, mais ce n'est pas grave. On aura d'autres occasions de parler de ce phénomène. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il présente lui-même ses travaux. C'est un anthropologue et il fait beaucoup de recherches justement sur les droits de l'enfant et la protection de l'enfance. Pas qu'au Bénin, dans toute l'Afrique. Merci. Avant tout propos, je présente à l'assistance vraiment toutes mes excuses. C'est indépendant de notre volonté. Donc, merci pour le public, pour la communauté, de s'être déplacé, de venir partager avec moi ce que j'entends pas être la fête de la sortie de ce livre, même si c'est sorti depuis septembre 2017. J'ai été quand même... Donc, il marche? Vas-y. Donc, je disais que le livre est sorti depuis septembre 2017. Donc, pour moi, je célèbre avec la communauté lyonnaise et les Béninois de la région cette sortie. On n'entend pas. Ouais. C'est allumé, hein? Il est allumé, c'est ça? Signal GPS perdu. Donc, 1, 2, 1, 2. C'est bon? Donc, je disais que c'est une occasion pour moi de célébrer la sortie de l'ouvrage, sorti depuis septembre 2017, avec la communauté béninoise et tous ceux qui sont intéressés dans la région. Donc, le titre de l'ouvrage que j'ai intitulé Vido-Mengona, socialisation et protection de l'enfance au Bénin, des origines à nos jours, c'est le fil conducteur de mes travaux que j'ai eu à faire à l'université Lyon 2, à l'université catholique de Lyon et à l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, parce que je suis juriste avant d'être socio-anthropologue. Donc, c'est par la suite d'un certain nombre de travaux que je me suis rendu compte que ce thème m'intéressait beaucoup. Et quand je fais le point, ça fait depuis les années 2000 que tout ce que je faisais touchait la question en fait. Donc, les années 2000 au Bénin, on constatait à la télé des situations de maltraitance, de violence d'enfants, au point où je m'étais questionné pourquoi comme ça. Et on m'a dit non, le fait de confier des enfants dans la société béninoise était une question de tradition. J'ai dit, comment vous n'expliquez pas? Personne n'explique cette tradition. On s'intéressait au phénomène de maltraitance, au phénomène de violence, au phénomène de trafic, au phénomène de traite d'enfants, mais jamais les gens ne disaient qu'il y avait le soubassement de tout ceci, c'était qu'il y a une tradition qui a été pervertie. Donc je me suis intéressé. Quand j'ai fouillé, je me suis rendu compte que toutes les études parlaient du phénomène de trafic, la dérive, mais on ne s'est jamais intéressé à cette institution. Donc je me suis dit, tiens, c'est une occasion pour moi de faire un travail pour pouvoir conceptualiser la chose. Donc ça m'a pris du temps et j'ai essayé, ces enfants qu'on place, on les appelle Vido-Mengon. J'ai dit, tiens, je ne vais pas
travailler, je ne vais pas franciser la chose en disant placement d'enfants, j'ai horreur de ce thème, je combats en Afrique. J'ai horreur aussi du mot confiage. Je ne sais pas du confiage de l'enfant. Ce n'est pas du placement de l'enfant non plus. Donc j'ai dit, tiens, je vais travailler sur la question de cette institution traditionnelle qui s'appelle, c'est moi qui ai inventé, donc vous n'allez pas le trouver dans un dictionnaire, le mot. Le mot, il est de moi, même si j'espère au crépuscule de ma carrière que ça entre dans un dictionnaire pour qu'on en parle. C'est en fonction de tout ce que je vais publier que le thème pourra être adopté en tant que francophone. Donc du coup, j'ai essayé de conceptualiser. Ce travail, c'est dans le bouquin. Désolé que je suis un peu en retard, mais je ne peux pas tout vous dire. Et ça fait que c'est une institution qui a du sens. Ça consistait à placer un enfant en dehors de sa famille d'accueil, en dehors de ses parents biologiques. Et par la suite, cet enfant est élevé, éduqué et socialisé. Mais le plus intéressant ici, c'est que les droits de l'enfant étaient protégés. Je dis bien les droits de l'enfant. Donc, quand on est en Occident et qu'on voit le phénomène, les gens disent, mais est-ce qu'ils avaient une vision de droit? Ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient les droits de l'enfant. Donc, c'est de ça que le travail parle. Et dans la première partie de l'ouvrage, j'ai travaillé sur les artefacts culturels de cette société traditionnelle béninoise qui partait de déjà la vision du monde. Ils ont une vision particulière du monde. Ils ont une vision de l'individu. Ils ont une vision de l'enfant. Tout tourne autour de l'enfant. Tout tourne autour de l'enfant dans cette société. Donc, je me suis dit, mais comment dans une société où l'enfant est roi, tout tourne autour de lui, les gens arrivent aujourd'hui à laisser leurs propres enfants aller au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Liban, même en France. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'étude, dans sa deuxième partie, a essayé de savoir les éléments qui ont permis le glissement. Je reviendrai vers la première institution pour vous dire que quand vous allez au Bénin, par exemple, vous avez des chansons qui célèbrent l'enfant. L'étude s'intéresse à la partie méridionale du Bénin, c'est-à-dire jusqu'à hauteur du centre Bénin. Je n'ai pas eu le temps d'aller au nord. Ça se passe dans tout le pays. La pratique existe, mais il y a un peu une différence de variante. J'avais pas les moyens d'aller fouiller de l'autre côté, même si plus tard, il va falloir que je fasse le tour du pays pour en parler. Tout tourne autour de l'enfant. Quand on dit par exemple, Villon, ça veut dire l'enfant est bon. Quand on dit Vignigbe, l'enfant est la vie. Quand on dit en Yoruba, Omolangue, Omoni, ça veut dire que l'enfant me sied plus que ce que je porte. Donc, toute la question, tout ce que les gens font, toute leur vie, toute leur réception, toutes les conceptualisations de la société tournent autour de l'enfant. Dans les chansons, dans les proverbes, c'est là-dedans. J'ai pris la peine de traduire des chansons, des différents types de chansons pour montrer l'importance. Et le pire, c'est que dans cette même société, on estime que si vous arrivez à avoir d'enfants, ce n'est pas nécessaire, mais avoir la progéniture féminine. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas une fille, vous êtes venu sur terre sans trace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas une fille, on va vous trouver une fille. Vous n'avez pas du tout de garçon ni de fille, c'est impossible dans cette société. Vous allez avoir un garçon et une fille. Donc, je peux décider en tant que cousin. Moi, j'ai 4 enfants, je dis bon, mon cousin Amani n'a pas d'enfant. Mais il se trouve qu'on doit avoir d'enfants dans cette société pour exister. Je décide de vous donner mon 3e enfant en disant bon, désormais, je le prends comme ça un matin pour dire, mais Jean-Pierre, à partir d'aujourd'hui, ton père, ça va être Christophe à vie. J'ai plus rien à savoir. Donc Christophe, à partir de cet instant, a tous les droits possibles sur cet enfant. C'est lui qui se charge de son éducation. Il va tout faire. L'enfant peut vivre chez moi. Mais c'est lui qui a le droit de regard sur son choix, sur sa socialisation, sur tout ce que cet enfant doit aller. L'avantage dans cette société, c'est que cet enfant peut hériter de 2 côtés. Il hérite du côté de celui chez qui on l'a placé. Et il peut hériter de chez moi. Donc l'enfant a des situations, on enviait des enfants qui étaient passés comme ça. Mais j'avoue aussi que dans le bon vieux temps, ça ne se passait pas. Et c'était une pratique culturelle qui avait essayé de rapprocher les anciens royaumes du sud Bénin. Les rois de l'ancien royaume du Dahomey étaient élevés avec les enfants de la République. Du pays, pas République, mais tous les enfants, le roi décidait, il ramenait des enfants de partout, on les élevait tous
dans une cour commune, les princes avec des enfants, des esclaves et tout le monde, sur une cour qu'on appelle Virondi à Abomey. Si vous allez un jour au musée d'Abomey, on va vous montrer l'endroit là où les enfants s'élèvent, et c'est là-dedans que le roi fait ses initiations. Il s'éduque. Quand il devient ministre, quand il devient roi, c'est là-dedans, parmi ces gens avec lesquels il a travaillé, il a pu vivre, qu'il va choisir ses ministres. Puisque c'est son vivier de personnes en qui il a confiance se trouve là. Et c'est pas fini. On observe le roi chez les Aboméens, par exemple. Quand le roi, on dit roi, hein, donc ça dit le petit prince, il a tout. Le roi avait tout, mais en même temps, on décide de le confier à un pauvre monsieur du coin qui va s'occuper de son éducation. Donc il mange mal. Il mange mal, on le fait exprès. On l'amène, c'est pas parce que vous avez quitté une situation de confort qu'on le punit, il travaille, il s'initie à tout. Pour que plus tard, quand il devient chef, il puisse penser à la population. Parce qu'il sait que c'est pas facile. Donc il a vécu la difficulté. Quand il devient chef, c'est la même chose. Il peut bien travailler. Donc cette pratique avait essayé de rapprocher certains peuples. Quand vous prenez par exemple le royaume de Porto Novo, qui est un royaume frère au Bénin, le roi, le dernier roi qu'on appelle le roi Tofa, un des rois célèbres du royaume de Porto Novo, a été élevé à Abomey avec un roi qu'on appelle, peut-être que pour ceux qui ont fait de l'histoire africaine, un certain Béanzin. Les deux ont été élevés ensemble par un monsieur. Un roi qui a été déchu, on a fait un coup d'état, mais qui a élevé les deux. Mais ce roi avait une certaine puissance. Donc c'est lui qui avait donné toute la puissance spirituelle et en termes de gris-gris aux deux, et les deux sont devenus puissants. Donc, cette pratique essayait de rapprocher, de nouer des contacts avec des peuples. Je peux être du sud et de me lier amitié avec quelqu'un, un enseignant qui vient au sud, mais qui a des origines du nord. Mais ses comportements m'intéressent. Je dis, mais tiens, cet enseignant est assez intéressant, je veux des caractères, je lui confie mon enfant et à vie, je ne veux plus rien savoir. Donc, mais ça, c'est la pratique. Ça, c'est le bon vieux temps. Quand dans une même famille, je récapitule, quand dans une même famille, vous n'avez pas d'enfant, on vous fera d'enfants. Vous allez avoir fille comme garçon. Sono dito. On dit, c'est une chanson au Bénin qui dit, tu as beau avoir un garçon, il doit tuer tous les animaux, le lion, il fait tout dans la vie, mais si tu n'as pas une fille, tu n'en as pas. Parce que la fille peut te tuer un homme. Et la chanson le dit, j'ai traduit. La fille peut te tuer un homme. Une fille peut vous tuer un homme pour qu'on... En fait, elle a fait une promesse en disant, moi, les enfants disaient, mais moi, quand mon père va décéder, je vais lui tuer un bœuf. L'autre dit, mais je vais lui tuer l'animal. Elle dit, mais moi, je veux qu'un homme suive mon père pour aller dans sa tombe. Ben, on dit, mais comment ça va se passer? Sauf qu'elle est belle. Il y a un monsieur qui l'a draguée depuis des années. Quand son papa est décédé, elle a dit, ben tiens, tu me dragues depuis des années. Aujourd'hui, je vais m'offrir à toi. Mais j'ai une exigence. Il l'a emmené et on l'a tué. Donc, c'est une manière de vous dire que vous avez beau tout avoir, c'est la progéniture féminine qui compte. Cette pratique a connu des dérives. Son âge d'or a été marqué par les années 80, 60. Juste après les indépendances, vous savez que les pays africains il n'y avait pas d'école partout. Donc, beaucoup de gens du sud, de l'ouest, de l'est avaient été confiés dans des familles qui n'étaient même pas les leurs. Ceux qui, si vous prenez 3 quarts de ceux qui dirigent le pays, ils ont été tous placés. Les seuls qui n'ont pas été placés, c'est ceux des années 80. Parce que la modernité est entrée, les parents ne veulent plus. Pourquoi? Parce que l'individualisme est entré dans la société. Donc on ne veut plus confier son enfant, dire, ah, c'est mon enfant, je le garde, je ne le confie pas. Mais dans la mentalité de ceux qui dirigent, ça fait que j'ai eu des difficultés à poser des questions aux députés, aux intellectuels. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas légiférer là-dessus? Les gens me disent, mais on ne peut pas légiférer là-dessus, c'est ce système qui nous a fait. C'est grâce à ce système que tu viens me parler en tant que député, parce que moi, mon père était un bouvier, il n'avait rien. C'est un instituteur qui était de passage, à qui on m'a confié, il m'a scolarisé, je suis devenu ceci. Donc du coup, je ne peux pas légiférer. Parce que c'est la pratique qui me fait. Donc les gens sont tous d'accord pour reconnaître l'institution, j'appelle ça une institution, et ils ne veulent pas toucher, sauf que à partir des années 80, la dérive est intervenue. Quelque chose de très important s'est passé à partir des années 80. Le Bénin avait connu une grave crise dans les années 80. Ça faisait qu'il n'y avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, on peut profiter et exploiter son propre enfant.
Et c'est là où ça devient catastrophique. Et c'est là où j'ai des inquiétudes aujourd'hui pour le pays parce que on n'arrive pas à se dire, ces enfants ils sont nombreux, hein, on en rencontre partout maintenant dans les rues, partout. Ce qui se passe, c'est que je suis en ville, je vais dans mon village, on me le dit, hein, quand je rentre dans mon village d'où je viens, j'ai une dizaine de garçons, d'enfants qu'on me promet. On dit, bah, tiens, tu pars avec. Moi, je leur dis, mais non, tante, je ne veux pas. Mais si tu veux, je peux payer sa scolarité ici. Vous voyez, c'est ma logique. Mais quelqu'un qui n'est pas dans cette logique, il suffit qu'on lui propose un enfant, il prend tout le village, il vient à Cotonou, dans la capitale, ou bien dans les grandes villes, qu'est-ce qu'il fait? Il vous place. Parce que vous avez besoin d'enfants pour s'occuper de votre domicile. C'est la faute à l'État. Il n'y a pas de services sociaux en la matière. Il n'y a pas de service où vous pouvez avoir les recours à une dame, à un monsieur pour s'occuper du repassage. Il n'y en a pas. Donc du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils écument les villages, ils ramènent des enfants, des gamins, bien entendu, qui ont leur place à l'école, mais ils le font sur la base du mensonge parce qu'ils disent à leurs propres parents, je l'emmène en ville pour le scolariser. À défaut, il deviendra un ouvrier. Dans les familles paysannes, c'est déjà bon de devenir un simple mécanicien de moto. Donc, quand on promet un bel avenir comme ça à un enfant, les gens acceptent. Sauf que arrivé en ville, ça ne se passe plus. Donc là aussi, une petite question. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait plus cette confiance, ce lien de fraternité qui existe a disparu? L'argent. L'argent. L'introduction de l'argent dans ces sociétés. Donc les valeurs qui étaient, vous allez voir dans l'artefact, dans la première partie, la parole donnée, ce qui était fondamental, ne sont plus aujourd'hui défendus. Ça fait que les gens, ils prennent les enfants et les vendent. En gros, ils vendent aujourd'hui carrément les enfants. Et que fait l'État? L'État fait quoi? Les services publics vous disent, mais l'Union européenne, l'Occident, bon, c'est dangereux ce qui se passe chez vous, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut respecter les droits de l'homme. L'État béninois a signé toutes les conventions possibles qui existent au Bénin et dans le monde entier. Toutes. Ils sont les premiers à signer. Droits de l'homme, on signe. Droits de l'enfant, on signe. Sauf que dans la réalité, rien ne se passe. Et c'est ça qui me fait un peu de la peine quand on fait de la recherche scientifique. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le plus important, c'est ces enfants qui sont là. Demain, ils vont grandir. Mais on prépare la délinquance. On prépare la grande criminalité. Imaginez ces enfants arriver au pouvoir. Puisqu'ils n'ont pas de repères. C'est des enfants qui sont totalement traumatisés. Vous allez retrouver des discours ici d'enfants, vous allez pleurer. Si vous arrivez à vous procurer ce bouquin, vous lisez des discours d'enfants, vous allez pleurer. J'ai tout décrit. C'est vrai que ce n'est pas les vrais noms. J'ai pris les noms anglophones parce que comme je suis francophone, j'ai pris les noms, j'ai changé pour qu'on ne les retrouve pas au pays. Mais c'est des enfants que je connais, avec lesquels j'ai eu à travailler. Vous prenez leur discours, ce qu'on leur fait dans le ménage où ils sont, comment ils sont traités, vous allez pleurer, vous allez m'appeler pour dire c'est pas vrai. Donc, l'État essaie de compiler simplement de lois, on prend des dispositions, oui nous allons protéger, sauf que la protection n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que le problème à la base c'est la pauvreté. Pourquoi est-ce qu'un parent aujourd'hui confie son enfant? Il n'a pas les moyens. Dans les milieux ruraux, on peut encore avoir 10 enfants. Dans les zones les plus reculées, les gens peuvent encore avoir 5, 8 et 10 enfants, ça ne dérange pas. Mais ils n'ont pas les moyens de les nourrir. Qu'est-ce qu'on fait? On décide volontairement, les parents décident volontairement de sacrifier un de leurs enfants. En disant, mais bon, vous deux, vous irez au Nigeria, allez travailler et nous envoyer des sous pour qu'on puisse nourrir les frères qui restent. C'est la faute à l'État, normalement. Si l'État avait une politique, et c'est en cela tout mon combat peut-être politique plus tard va être, c'est de tout faire pour asseoir un système de protection sociale. J'y contribue, je ne veux aucun poste dans ma vie, je ne veux rien, mais si il faut que j'aide les gens à mettre en place un système de protection en garantissant un minimum de revenus à un parent, c'est rien du tout. Hein. J'ai proposé à un candidat aux élections présidentielles l'équivalent de 1,50 € par enfant. En décidant de confier comme une allocation familiale par enfant. Vous avez 10 enfants, je vous donne 1,50 € fois 10. Mais avec obligation, l'enfant doit être scolarisé. Donc un parent à qui je dis ça, il ne va plus envoyer son 15 €, ça fait déjà du bien dans ce foyer. Il n'envoie pas son enfant au Nigeria, mais en retour, j'ai l'obligation de la scolarisation de cet enfant. J'ai l'obligation, parce que l'une des conditions pour qu'il puisse toucher, c'est que l'enfant puisse être scolarisé. Et même s'il décide de confier son enfant à un parent X,
C'est le parent qui touche. Je lui donne ça. L'absurdité qu'il y a aussi dans ce pays, un fonctionnaire, il a une allocation pour ses enfants. Je crois que les fonctionnaires d'État touchent 2 000 ou bien 3 000. Et dans le secteur privé, ils touchent 1 500 par enfant. Ça veut dire que si vous êtes fonctionnaire d'État ou du secteur privé, vous avez droit à une allocation. Mais le paysan qui paye le fonctionnaire, ils sont injustes ces gens. Le paysan qui paye le fonctionnaire, la bonne dame qui travaille, à qui on vient récupérer de l'argent tous les matins, elle n'a pas d'allocation. Donc, finalement, on se rend compte que c'est de l'injustice. Donc, je dis aux politiques quand j'arrive à les rencontrer en disant, non, si vous voulez, on va faire de l'équité en rendant cette allocation publique et puis pour tout le monde. Elle coûte que 7 milliards pour 5 ans de mandat. J'ai tout calculé, ça ne coûte rien. Donc, je finance, je ne leur ai pas dit, je leur ai dit, mais je finance. Il suffit de mettre 100 francs sur chaque véhicule importé de la France, vous financez ça. Il suffit de prendre 10 francs sur 1 kilo de coton, puisque le Bénin produit suffisamment de coton, on le finance. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire de la bonne politique et récupérer ces enfants, assurer leur scolarité et travailler, protéger aujourd'hui leurs droits. Aujourd'hui, ces enfants n'ont pas de droits. Le 26 novembre dernier, TF1 a montré un documentaire sur les enfants esclaves du Bénin. J'étais le spécialiste. Heureusement, j'étais au Bénin pour le lancement de l'ouvrage. L'ouvrage a été lancé au Bénin le 9 décembre 2017. Donc, j'ai été questionné et j'ai dit, ben oui, voilà. Donc, on vous a bien mis dans la pleine vue parce que vous n'agissez pas. Ils ont répondu de façon plate. Oui, TF1 n'a pas le droit de faire ceci. Je dis, non, c'est pas ça. Invitez TF1 à s'intéresser à l'institution, le Vido Mekona. Quand ils vont comprendre le Vido Mekona, on ne va plus vous accuser d'esclavagiser vos enfants, même si, effectivement, dans la pratique réelle aujourd'hui, on voit des enfants qui sont en situation d'esclavage à travers le pays. Donc, le livre essaye de montrer, dans une première partie, les éléments qui déterminent cette institution, dans une deuxième partie aussi, les éléments de la dérive avec le phénomène. Si vous arrivez à lire, j'ai distingué l'institution du phénomène d'exploitation. L'institution, je l'ai nommée, je l'ai conçue, c'est de moi, j'ai appelé ça Vido Mekona. Le phénomène qui malmène, qui maltraite les enfants dans cette société aujourd'hui, j'ai appelé ça, et c'est ce que tout le monde dit, le phénomène Vido Mekona. Le phénomène Vido Mekona, c'est un phénomène pour moi. Quand les gens travaillent, ils travaillent sur le phénomène en englobant les deux. Ils ne reconnaissent pas. En accusant le Bénin, c'est des esclavagistes. C'est un ancien peuple qui a esclavagisé, donc c'est normal qu'ils vendent leurs enfants. Je dis non, vous ne comprenez rien. Cette institution a fait les hommes, donc l'institution est à part, le phénomène est à part. L'institution a été conceptualisée, déployée, ça a résisté dans le temps et ça continue. Dans des familles, aujourd'hui, les gens continuent, ils croient. On croit en cette institution, ça, on peut pas, je sais pas, ça ne va pas disparaître d'ici quelques jours, même si je demande à ce qu'on la restaure dans le bon sens, pour que ça puisse encore être tenable. Et voilà. Et dans la troisième partie, je suis juriste. Je ne vais pas me permettre de démonter les droits, les droits de l'homme. Donc j'ai essayé d'inviter à l'interculturalité en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez la vision occidentale des droits de l'homme qui voudrait qu'on fasse comme ça. Vous avez la vision africaine des droits de l'enfant qui voudrait que l'enfant aille au travail le samedi. Nous tous, tôt le samedi, vous allez à l'école, le samedi, mais vous êtes avec les parents. Il n'y a pas de souci. Dans la vision occidentale, on va vous dire, ça, c'est de l'exploitation. Mais comment on concilie les deux? Pour que les deux peuples puissent se comprendre, j'ai invité à l'interculturalité. Il faudrait qu'on discute pour savoir ce qu'il y a de mieux dans chaque culture, parce que c'est une question de deux cultures qui s'affrontent. Aujourd'hui, c'est deux cultures qui s'affrontent. La culture occidentale versus la culture africaine, voire béninoise. Nous, on a l'habitude de confier notre enfant. Vous confiez un enfant, c'est pas bon. C'est une violation des droits de cet enfant. Je suis pour le principe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne veux pas l'élever parce que si je sais que si je le lève moi-même, il ne sera pas bon pour la société plus tard. Donc, dans mon pays, dans ma famille, on a l'habitude de confier un enfant. Je fais quoi? À l'État de définir le système qu'il faut. Donc, c'est en dialoguant qu'on peut arriver à se comprendre et trouver la meilleure formule et accompagner ses enfants. Donc, aujourd'hui, le débat n'est pas là. Ça fait que dès que l'État, les pays occidentaux tapent des mains, on signe toutes les conventions qui ne sont même pas applicables au plan interne.
Les différentes conventions signées ne sont pas à l'État aujourd'hui applicables au plan interne. On ne peut pas les appliquer. Mais pourquoi on les signe? Parce que de l'autre côté, on dit, mais vous signez et vous aurez tel financement. Non. Il faut qu'on arrête. On peut être fier de sa culture. Sa culture peut ne pas avoir les mêmes choses, mais on peut dire, ben, voilà comment ça se passe, comment on fait. Et on essaye de... Donc j'ai invité au dialogue, à l'homologue, à l'interculturalité pour que les peuples puissent comprendre et travailler. L'autre élément important que j'ai rencontré, que je continue de rencontrer, c'est un secteur intéressant pour les ONG. Aujourd'hui, vous allez au Bénin, vous allez voir que vous avez besoin d'enfants. Vous allez vers une ONG qui vous dit, bon, vous avez besoin d'une fille de 14 ans. Ils s'arrangent, ils ne prennent plus les enfants de 6 ans. Donc on dit, bon, moi je connais un enfant de 14 ans qui n'a pas voulu se scolariser et je peux vous le donner parce que 14 ans au moins, c'est raisonnable. L'État dit, la scolarité elle est obligatoire jusqu'à 14 ans. Donc 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils dessouchent les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'équivalent de 100 € par mois chez moi. Parce que j'ai une bonne conscience en disant, je ne veux pas utiliser d'enfants. Donc ils prennent l'équivalent de 150 € et ils donnent à peine 20 € à l'enfant. Donc les ONG même se font de l'argent sur le dos de ces enfants. Donc ça profite à tout le monde. Ça profite à eux tous. Donc moi, le malheur, c'est que ces enfants sont abandonnés. C'est en cela que l'éditeur est là, malheureusement. On a un projet, une deuxième publication qui va être la protection des villes au Mekong au Bénin. Est-ce un mythe ou une réalité? Plusieurs les tests sont là. Mais est-ce qu'on les protège vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment protégés comme les autres enfants? Est-ce qu'ils sont assez à l'école? Chose primordiale, non. C'est le Ville-au-Mekong qui envoie votre enfant à l'école. Il accompagne vos enfants à l'école alors que lui-même est en âge d'être scolarisé. Dans les familles où ça se fait un peu de façon raisonnable, l'enfant n'est pas scolarisé, mais on essaye qu'elle devienne une petite couturière. Elle dit, elle est là à s'occuper de mes enfants, mais je me dédouane en disant, tiens, quand tu reviens, il faut que tu ailles apprendre un métier. Et cet enfant, quand il part, parce qu'il n'est pas un parent, souvent il peut ne pas être un parent. Si c'est un parent, il me doit. Il est reconnaissant parce qu'il aura un métier. Donc quand il part, il vous doit. Il devient membre de la famille. Votre enfant veut devenir chef de l'autre côté. Ça, c'est une question d'alliance. Ça structure, ça déterminait les liens et la solidarité dans la société. Donc voilà l'essentiel de ce qu'il y a dans ce travail. Je ne peux pas tout dire comme ça parce que j'estime que vous avez des questions à me poser pour que je puisse apporter des éléments. C'est hyper intéressant. Ça coûte cher. On aurait pu faire en 2 volumes. L'éditeur est là, peut-être tout à l'heure il va parler. On s'est dit, si on fait en 2 volumes et que vous vous intéressez qu'à l'institution, vous n'allez pas comprendre l'autre partie. D'où la cherté du bouquin. Si vous vous intéressez qu'à l'institution, vous allez dire, bon, je comprends. Celui qui s'intéresse qu'au phénomène, il ne va pas comprendre ce qui s'est passé. D'où, ça fait peur hein, pour ceux qui... Il faut prendre du temps pour le lire, mais on n'est pas déçu quand on le lit. Et de l'autre côté, si on l'avait fait en 2, on aurait pu mettre un petit prix. On est en train de travailler. Malheureusement, Africa 50 n'avait pas les moyens. J'avais voulu solliciter Africa 50 pour qu'il soit porteur, supporter le financement. Il n'y avait rien. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver des institutions capables de nous aider à rééditer. Moi, je ne veux pas être riche là-dedans. Je ne veux rien, la maison d'édition non plus. C'est de diffuser le savoir, que ça soit sûr. Et que les enfants derrière puissent être protégés. C'est toute ma question aujourd'hui. Que ces enfants puissent être protégés. Voilà, avec tout le stress, ça je l'avoue, avec tout le stress, une manière brève de présenter le contenu. Donc je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, je suis à vous. Merci. Mais merci Hospice pour cette présentation qui donne qu'une envie, c'est de dévorer le contenu. Bon, c'est vrai que ce n'est pas 10 €, ce n'est pas 20 €, mais je pense que l'importance du sujet fait qu'on ne regardera pas le prix. Si on peut l'acheter, on l'achètera pour le contenu. Et c'est un phénomène qui n'est pas que béninois, malheureusement, c'est dans toute l'Afrique.
à différents niveaux. Donc, vous avez eu le mérite de poser le problème, parce que tout le monde le sait, mais on n'en parle pas. Donc, poser le problème comme ça vient de se faire à travers ce livre, je trouve que c'est une très bonne démarche. C'est dommage qu'on ait pris du retard pour avoir le temps de bien discuter, parce que la salle, on a 1 heure limite pour la quitter. Bon, on va essayer de faire un grand sourire aux prêtres pour qu'ils nous accordent au moins 30 minutes en plus. Je sais qu'ils ne diront pas non. Donc, je demande à M. Segla Daniel, qui est l'éditeur de ce gros ouvrage, et qui a pris la peine de venir depuis Paris pour prêter main forte à cette soirée. Et vu le temps passé, à nous attendre, on s'excuse de le récupérer en retard, mais je pense que l'intérêt qui porte à ce travail n'est pas anodin. Je vais lui laisser la parole et après, le public aura la parole. Merci. Bonsoir. D'abord, je tiens à remercier la doyenne Christine Nimano Adjahi, excusez-moi, donc d'avoir favorisé, donc c'est elle qui est à l'origine de cette heureuse rencontre que j'ai eue avec Bienvenue. Alors, j'ai été contacté un soir comme ça, Christine m'a appelé pour me dire, mais tonton, je voudrais te solliciter, j'ai un jeune qui a fait un bon travail ici, chef éditeur, comment tu penses qu'on peut l'aider? Je lui ai dit, mais s'il n'y a pas de problème, tu sais que c'est ta maison. Donc, dis seulement de m'envoyer le manuscrit, moi je vais lire, et si ça entre dans le cadre de notre ligne éditoriale, que je le publierai, je ne vois pas de raison pour ne pas le publier. Donc, effectivement, j'ai pris contact, il m'a envoyé le manuscrit, j'ai pris contact avec lui. On a discuté un soir, on avait commencé à discuter de 22h, il me semble, jusqu'à 1h du matin. Alors, je m'étais retrouvé, quand je lui ai dit, bon, je l'ai lu en diagonale, que bon, j'ai des sociologues, anthropologues, qui font partie du comité de lecture, que je ne saurais prendre une décision sans leur avis. Donc, moi, j'ai soumis le manuscrit aux spécialistes qui m'ont donné un avis très favorable. Et en lisant le manuscrit, moi, je m'étais retrouvé dedans, puisque le phénomène qui décrit dans l'ouvrage s'est produit dans ma propre famille. Et je ne l'avais jamais assimilé aux vies de Megon ou de vie de Megona. Parce que je me souvenais que quand on était jeune, j'avais 7-8 ans, mon père avait récupéré ses neveux, les enfants de ses cousins qui sont au village, chez nous là-bas, pour les ramener à Cotonou. Mais vu qu'ils étaient déjà âgés, ils avaient 15-16 ans, ils étaient plus scolarisables. Donc, il a essayé de les placer, l'apprentissage de mécaniciens, et il y avait des couturiers, un peu de tout. Donc, ils avaient une situation. Bon, moi, je n'ai jamais pensé à ce phénomène. Et en lisant l'ouvrage, j'ai découvert pas mal de choses, y compris même des proverbes béninois que je ne connaissais même pas. Alors, tout de suite, je leur ai dit, écoute, bienvenue. Il n'y a aucun obstacle donc, à la publication. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé à travailler sur cet ouvrage qui est vraiment d'une très grande facture. Et c'est le premier manuscrit, j'en avais reçu d'autres qui abordaient le problème. Mais c'est en reprenant le refrain des associations qui parlent d'enfants esclaves, tout ça. J'ai reçu 2 manuscrits du Canada. Je ne savais pas, dis donc, c'est une doctorante qui m'a envoyé un manuscrit du Canada. J'ai reçu un autre du Bénin. Mais le problème, ça n'allait pas dans le sens où je voulais. C'est-à-dire qu'il faut aller à la genèse du problème, poser la problématique, parce qu'on ne peut pas guérir un mal sans le diagnostiquer. Il faut d'abord diagnostiquer le mal et après émettre des hypothèses pour voir comment le soigner. Et j'ai vu dans ce manuscrit tous les éléments, les ingrédients que je recherchais. Et c'est comme ça que nous avons eu à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, le manuscrit est là et fait son chemin. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, j'étais à l'UNESCO dans le cadre de la semaine africaine. Il y a un ambassadeur d'un pays européen qui est venu me voir. Je ne voudrais pas citer son nom. Il est venu me voir, il a fait le tour du stand, il a vu le livre et c'est l'ouvrage qui a attiré son attention. Il m'a dit, tiens, alors quand il a vu le sommet tout de suite,
Il m'a dit, ça coûte combien? Je lui ai dit le prix, il m'a dit, je l'achète tout de suite. Il m'a dit, c'est la première fois que je vois vraiment ce problème traité avec autant de rigueur intellectuelle. À voir même le sommet, il y a la jeunesse du problème. Ce n'est pas un problème qui est né comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un problème qui date de très longtemps, même avant l'indépendance chez nous. Avant l'indépendance, parce qu'il y a des Béninois qui ont été placés dans des familles, qui sont devenus des cadres, des ministres, des enseignants, des professeurs, des médecins au Bénin. Bon, voilà, donc il a essayé d'expliquer, et sa démarche, je l'ai beaucoup apprécié. Je dis, bon, mais on fera le chemin à champ. Bon, maintenant, le problème qui s'est posé, c'est, fallait-il publier le manuscrit à l'état ou faut-il le faire en 2 tomes? Bon, moi, je lui ai dit que je préfère vraiment restituer à cet ouvrage son âme. Voilà, parce que voilà, c'est 2 tomes, on peut sortir un tome et attendre 2 ou 3 ans, et ça ne passe pas. Donc c'est pour cela que, comme vous le constaterez, c'est assez volumineux, le prix aussi, mais il ne faut pas que le prix soit rédhibitoire, parce que bon, le contenu est à la hauteur du prix. Voilà, donc voilà les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Et actuellement, nous travaillons sur d'autres projets que je ne voudrais pas dévoiler. Et je pense qu'aujourd'hui, je tiens à le dire, je ne le dis pas parce que je suis devant lui. On a travaillé. Il y a des points sur lesquels je n'étais pas d'accord avec lui. Et on en a parlé. Dans l'ouvrage, je dis non, moi j'ai vécu ça aussi là-bas. Même si ça fait déjà plus de 30 ans que j'ai quitté le Bénin, mais ces réalités-là restent les mêmes. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Donc, on s'est accordé là-dessus. Il n'y a pas eu de divergence. On s'est accordé là-dessus. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que l'auteur était à l'écoute. L'auteur était à l'écoute et puis bon, on a discuté, on a essayé de trouver les formules vraiment adaptées à certaines situations. Et voilà, donc le manuscrit est là aujourd'hui. Et je voudrais te dire bravo, parce qu'aujourd'hui, incontestablement, tu es l'un des meilleurs spécialistes, sinon que le meilleur de la question aujourd'hui. Je tiens à te le dire, à le dire devant tout le monde. Jusqu'ici, tout ce qui a été écrit sur ce phénomène parle d'enfants esclaves. Mais personne n'a fait un travail aussi fouillé, aussi fourni pour aller remonter à l'essence, à la jeunesse, comment le problème a été posé, comment ça a évolué dans le temps. Et puis le mérite de Bienvenu, c'est qu'il ne s'est pas cramponné seulement sur le cas béninois, mais il a eu à faire des recherches de terrain au Nigeria, au Burkina Faso, au Togo et au Gabon. Je dis bravo et je pense que cet ouvrage aujourd'hui, comme on le dit dans notre jargon, ne t'appartient plus. Il appartient aux lecteurs qui doivent se l'approprier. Et voilà. Et ce qui serait intéressant, quelles que soient les critiques qui viendront, qu'elles soient positives ou négatives, tu dois les prendre et puis aller à la rencontre de tes lecteurs pour leur expliquer ton travail. Merci. 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 Pour ceux qui sont loin, déjà, vous allez voir, je le remercie pour l'illustration. Vous voyez, ici, vous avez un enfant enchaîné. Et sur le fond, vous avez un homme, la tête d'un homme. C'est-à-dire, j'ai tout hier. Avant, on avait un homme quand on plaçait. Avant, quand on plaçait, vous récupérez un homme utile pour la société. Avant, vous pratiquez le vieux Mégona. Vous récupérez un homme qui fait tout dans une bonne société. Mais aujourd'hui, vous le placez, il est enchaîné. Vous voyez? Donc tout est là. Et on a fait ça ensemble, j'ai adoré. Le jour où j'ai reçu la maquette, j'ai dit, mais tiens, c'est ce que je voulais. Il est enchaîné, cet enfant, aujourd'hui. Donc voilà. Donc merci. La parole est au public. Mais Madame Adari pour... Oui, la parole est au public, mais avant de rendre la parole au public, je tiens à vous dire que moi, je suis un exemple vivant du Vidomégon. Parce que je suis ici d'une famille de 15 enfants. Mes parents ne pouvaient pas vraiment s'occuper de moi. De toute façon, j'étais promise en mariage déjà à un vieux crouton qui avait 5 fois mon âge. Mon père a dit, mon fils, elle sera ta femme quand elle sera grande. Heureusement, bon ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le sort en a décidé autrement. C'est parce que j'ai quitté ma propre famille, mes parents biologiques. On m'a placé chez un oncle et c'est grâce à ce monsieur que je suis là aujourd'hui, devant vous. Donc, c'est un phénomène qui a été malheureusement
mal géré dans le temps. Et ça a débouché avec la mondialisation, les envies, tout ça, ça a débouché sur autre chose. Et cette autre chose-là, c'est l'exploitation maintenant des enfants. Malheureusement, il faut trouver une solution. Et je pense que Bienvenue a bien fait de poser le problème clairement. Et ça mérite qu'on y réfléchisse. Donc, je vous laisse la parole. Donc, nous allons prendre 5 séries de questions. Ils vont répondre après. Et puis, vu qu'on a perdu beaucoup de temps, donc on ne pourra pas trop s'étendre parce qu'il y a un pot après. Merci. Qui est-ce qui se lance? Moi, j'ai une question à poser. Peut-être d'abord demander à la salle. Oui. Non, mais ça va relancer. Oui, mais la salle va péper. Vous, comme vous êtes Il y a déjà un spécialiste, vous allez tout synthétiser. D'accord, ok. Vous dites votre nom, comme ça nous... Oui. Bon, moi je voulais signaler, j'ai travaillé en Afrique dans beaucoup de pays, et au Sénégal, j'avais un bon collègue, comment dirais-je, un chercheur avec qui on sortait et tout, et quand on a quitté le Sénégal, lui et sa femme sont venus me voir et voir ma femme et m'ont dit « Écoute, on serait content si tu partais avec ma fille. » Et j'avoue qu'on n'a pas compris, on a refusé évidemment. Il m'a dit « Mais si, on sait qu'elle sera bien élevée, qu'elle reviendra et tout. » Et ça nous a touchés d'abord, mais on n'a pas pu accepter. Parce que la vision... Bah, on savait qu'on ne retournerait jamais au Sénégal travailler et que la petite, elle allait être trimballée d'un pays à l'autre. Et c'est entre deux cultures, on pensait que ça serait peut-être plus dommageable pour elle. On a raisonné en blanc. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Vous avez raisonné en occidental, en fait. Ouais. Le suivant. Suivant. C'est pas une question, mais c'est une remarque. Oui. Au Sénégal, par exemple, la situation se passe. Hein. Vous avez le Sénégal, le Tchad. Au Sénégal, c'est les enfants qu'on appelle marabouts. Les enfants marabouts. Les talibés, excusez-moi. Au Tchad, on les appelle les mbororo. Au Sénégal, on était censé confier les enfants à des marabouts pour qu'ils les éduquent, pour les former, pour qu'ils deviennent plus tard, même si ce n'est pas des imams, qu'ils deviennent de bons citoyens. Aujourd'hui, vous allez dans les capitales africaines, Sénégal, Niger, Mali, et tous les pays musulmans d'Afrique, ouest africaine que je connais, vous les retrouvez dans les rues, ces enfants. Et ils font quoi? Ils font la quête. Ils font la quête, la mendicité, ils demandent l'aumône, et le soir, ils remettent à leur patron à la maison. Et celui-ci s'en sert pour nourrir sa famille. Toutes les valeurs africaines sont tombées. Jamais ça ne se passait comme ça dans le bon vieux temps. Jamais dans l'institution, parce que tout ceci était contrôlé. On pensait que ces sociétés traditionnelles n'avaient pas de moyens. Non, c'était contrôlé. Les droits de l'enfant étaient garantis par un système de mécanismes traditionnels. Lorsque vous confiez un enfant et que vous manquez à votre métier, on vous rappelle à l'ordre en disant, tiens, vous allez au village, la manière dont tu tiens Jean-Luc ne me plaît pas, le chef de famille vous dit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, il vous l'arrache parce que vous ne respectez plus l'intérêt de la grande famille. Qu'est-ce qui se passe au Tchad aujourd'hui? Depuis 90, les intellectuels ont les moyens, donc ils achètent des bœufs. Ils ont des bétails, des troupeaux quelque part au Tchad. Le gars, il est à la ville, il a besoin d'un bouvier. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un enfant qui s'occupe de son champ, de son bétail, alors que cet enfant est censé aller à l'école. Donc la question, vous voyez, elle n'est pas que béninoise, elle est dans toute l'Afrique. Et je me spécialise dans toutes ces questions, on me sollicite à gauche, à droite pour que j'en parle, et je le parle aisément parce que, à partir de l'exemple béninois, je peux vous multiplier, hein, je peux vous citer tel président de tel pays qui était béninois, mais qui était un enfant placé, notamment en Centrafrique. Il faut donner les noms. Dako, le président Dako. David Dako. Il est Dako, d'Abomey. La preuve, quand il est décédé, toute sa famille et ses gens sont venus l'enterrer autrement au Bénin, dans la famille royale Dako, parce que on l'a confié, voilà, comme ça, un monsieur a travaillé, on l'a confié Dako. Donc, de l'autre côté, on l'appelle David Dako. Il s'appelle Dako. Vous voyez, entre la Centrafrique, ça fait que les liens, quand vous observez bien, entre la Centrafrique et le Bénin, il y a d'autres liens. Dès qu'il y a un problème, le Bénin accueille tous les réfugiés centrafricains. Parce que déjà, cet élément les marque. Vous voyez, entre deux peuples qui sont loin déjà,
On se lit, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est facile d'accepter le Centrafricain parce que j'ai de l'histoire avec. D'accord, le gars il quitte ici, il devient président d'un autre pays. À travers cette institution. Donc voilà. Le public, c'est vous qui êtes à l'honneur. Je remercie tout d'abord le conférencier. Moi, c'est Michael Akasoumou, je suis sociologue de formation. Donc, j'ai une question concernant la réception que le public, surtout universitaire, a pu faire à cet ouvrage à Cotonou, au Bénin en général. Je veux savoir un peu. Parce que je crois que, quand même, quand vous le présentez, l'éditeur le présente, c'est un ouvrage quand même hautement scientifique, parce que je connais un peu Bienvenu, comment il travaille sur les trucs, on a en place plus ou moins le même cursus. Quelle réception le public universitaire, c'est-à-dire les enseignants, Calavi, que ce soit par coup, quelle réception les gens ont eu par rapport à cet ouvrage-là. Parce que je pense quand même que Monsieur Bienvenu a toute sa place dans la faculté de sociologie, d'anthropologie, quand même, tout au moins pour quand même faire des conférences, même donner des cours par rapport à ce phénomène qui quand même est très sérieux au Bénin. Voilà, merci. Je peux répondre en même temps. Non, je peux vous dire que ça a été bien reçu pour ceux que je fréquente. Et on me demande même de venir faire une sortie officielle sur le campus d'Abomey-Calavi, par exemple. Donc je crois que c'est bien pour ceux qui ont lu, pour ceux qui savent la question, c'est intéressant. Ça vient corriger, ça vient combler un vide. Avec ce nom, cette institution, on peut répondre facilement en démarquant la chose. Ça, c'est pas de l'esclavagisme, c'est une culture, c'est une institution qui se passe dans le temps. Je crois aussi que j'ai été le premier peut-être à l'aborder comme ça, mais moi je ne veux pas être le seul à l'aborder. Moi j'ai abordé l'aspect institution, violation. Je serais content que d'autres l'abordent sur d'autres facettes et que plus tard demain qu'on crée, comme vous le dites, une anthropologie de la socialisation propre aux cultures africaines, dans les facultés africaines. Ça ne me dérange pas. Anthropologie de la socialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des formes culturelles de socialisation. Ce n'est pas que par l'école, même si l'école devient la règle, mais qu'on aborde anthropologiquement en disant oui, il y a des formes culturelles de socialisation. Vous allez au nord Bénin, par exemple, il y a des enfants qu'on appelle Gando. Gando, les enfants Gando. C'est pratiquement la même chose. Les enfants qui sont nés peut-être avec des signes évidents, une dent et autres, on estime que ceux des peuples du Nord estiment que c'est pas un enfant normal. Il est miraculeux. Donc du coup, on le confie à un peuple qu'on ne connaît même pas. On dit, tiens, on te le donne. Mais le peuple l'élève. Il devient son enfant, le peuple devient son père social. Et finalement, ils ont des noms. Hein, un enfant Gando, c'est un Gando. Et donc vous savez, dans la société, c'est un Gando. Là, du coup, bon, on l'a placé. Donc ça existe. Au Nord Bénin, qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'on confie un seul enfant, au Nord, les gens avaient l'habitude de prendre plusieurs et qu'ils élèvent comme ça. Donc, ils sont élevés sur une propre cour. Ça, j'avais pas les moyens, mais je savais comment ça se passe. J'ai pas le nom d'Indi pour le dire correctement, mais ils avaient la même procédure. Partout. Je suis allé à Natitingou la dernière fois. J'ai été choqué par un élément. On m'a montré une tombe d'une dame. Et chez Kérékou, l'ancien président de notre pays, je suis allé dans sa famille. Je ne sais pas si c'est enregistré, mais tant mieux, c'est bon, c'est une bonne chose, mais ça m'a touché. Chez Kérékou, je vais chez lui, on me dit, voici une tombe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est une tombe d'une dame qui est restée à Cotonou, qui n'a pas d'enfant. On l'a enterrée avec tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a dans sa vie a été enterré là. On ne touche pas. Vous n'avez pas le droit de toucher à un seul bien de quelqu'un qui n'a pas fait d'enfant. Ça veut dire que chez eux aussi, le fait d'avoir, je ne savais pas, mais le fait d'avoir d'enfants a une importance. Donc on estime que comme elle n'a pas fait d'enfant, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est à jeter. Donc on a enterré tout à côté. Ça aurait été au nord Bénin, on allait lui trouver un garçon, au sud Bénin, on allait lui trouver un fils et une fille. Socialement, bien entendu, elle aura les deux. Et si elle mourait, c'est ceux-là qui allaient s'occuper de son héritage et continuer son œuvre sur la terre. Le problème que le monsieur a posé, c'est parce que vous avez raisonné en blanc. Vous avez pensé c'est pas de l'adoption, je distingue, c'est pas de l'adoption de l'institution là. J'ai dit non. Clairement, pour moi, c'est pas de l'adoption.
c'est une institution culturelle. Donc, à différencier aussi de l'adoption, du placement et du confiage. Je bannis ces thèmes de mon travail. Confiage, placement, adoption, non. C'est parce que vous avez pensé à l'adoption que vous avez refusé. Si c'est aujourd'hui, à travers les éléments que j'ai, vous pouvez comprendre, oui, on peut être fait, mais comment est-ce que juridiquement on va régler? C'est la question de l'interculturalité. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous amenez un enfant, ils sont dit, mais qui est le parent? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on discute, on comprend les cultures pour dire, ben, tiens, ça peut arriver, mais je prends la responsabilité effectivement de l'élever, qu'est-ce que je fais? Donc, il faudrait que les peuples puissent discuter. C'est parce qu'on n'a pas compris ce qui se passe que vous avez eu peur. Or, pour cette personne, c'est de l'honneur. Quand vous confiez un enfant comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que je suis respecté? Votre pouvoir, votre domination demain va dépendre du nombre d'enfants que vous avez gardés. Donc, le Vilo-Megona, c'est source de pouvoir et de domination dans les sociétés béninoises. Parce que si j'ai des alliés, je suis de Lyon, mais j'ai un enfant que j'ai gardé qui est le chef de d'Annecy. J'ai un autre qui est le patron de Paris 12e. Le jour où je veux être président, bien quelque chose, mais je les sollicite tous. Et ils ne peuvent jamais dire non, parce que ce sont mes enfants, même si ce n'est pas biologique, ce sont mes enfants sociaux. Donc, vous voyez, les gens se servaient de ça pour avoir du pouvoir local. Ils se servaient de ça pour avoir du pouvoir économique. Ils se servaient de ça pour avoir du pouvoir religieux. Ils se servaient de ça pour avoir du pouvoir culturel. Tout est dedans. Le Vilo-Megona a des fonctions économiques, politiques, culturelles, religieuses, juridiques et tout à la fois. Donc, du coup, voilà, public. En fait, j'ai un défaut. Quand j'y vais vraiment à fond. Il faut laisser Autre question. les amis, le public nous parler. Merci. Merci, moi c'est Roland Dossou. J'ai à la fois une question et une observation peut-être. La question est de savoir, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que ce phénomène qui, comme beaucoup d'autres phénomènes, sont partis avec des idéaux, était dans une société qui avait un certain nombre de principes, la parole donnée, l'honneur, et qui, comme malheureusement beaucoup d'autres éléments, a détourné cette institution, ce phénomène de son objectif initial vers ça. Est-ce que comme d'autres éléments, ce n'est pas quelque chose qui aura tendance à disparaître? J'en veux pour exemple deux événements, à savoir d'une part déjà la gratuité de l'école pour les filles, qui fait que de plus en plus d'enfants envoient leurs parents à l'école et de façon indirecte va réduire ce phénomène. Et cela peut s'observer également que par le fait qu'aujourd'hui à Cotonou, vous êtes un parent, enfin vous avez une famille, vous cherchez des villes, mais enfin le phénomène des bonnes, voilà. Aujourd'hui, il faut pratiquement faire une lettre de motivation pour trouver une bonne. Alors que moi, quand j'étais à Cotonou, quand j'étais plus jeune, c'est les parents de ces enfants-là qui venaient les placer. C'est le phénomène inverse. Donc c'est pour ça que moi, je me demande si ce n'est pas quelque chose qui aussi est appelé à disparaître, enfin, du moins, à ce truc-là. Et le deuxième élément que j'observais, c'est quel est au niveau des autorités du Bénin, puisque bon, c'est quand même quelque chose qui a ébranlé un peu, au point que le gouvernement, je crois, a réagi au reportage qui est sorti sur TF1. Est-ce qu'il y a eu de leur part une quelconque réaction, enfin, par rapport à l'ouvrage, je veux dire, est-ce qu'ils se sont appropriés la chose, est-ce qu'ils se sont intéressés à la chose, est-ce qu'il y a quelque chose de fait dans ce sens-là? Voilà, merci. Je vais commencer par la dernière question. Je ne sais pas, il faut poser la question à l'éditeur. Parce que si un élément comme ça intéresse un État, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte peut-être l'auteur. On peut dire que c'est déjà trop parce que je suis béninois, mais on s'arrange pour avoir vers la maison d'édition pour dire ben, nous allons nous approprier ce document. On devrait normalement l'avoir dans toutes les bibliothèques du pays. On devrait l'avoir dans les grandes administrations, puisqu'ils prennent des décisions, mais ça ne suit pas. Mais moi, je leur dis, prenez... On ne m'a pas contacté personnellement. Peut-être, c'est pas encore tombé dans les oreilles des personnes indiquées, mais je sais que quand j'étais au pays, l'événement s'est passé, je suis passé à la télé. Je suis passé dans les télés béninoises, donc quelque chose commence. Les ouvrages sont là, je ne sais pas si l'État béninois s'en procure. J'ai eu un retour d'un pays africain qui a reçu, un président qui a reçu, mais qui, l'éditeur peut-être peut, s'il veut en parler, qui était vraiment content de savoir qu'un travail comme ça a été fait. Et pourtant, ce n'est pas son pays qui était concerné. Voilà. Mais la deuxième, ce que vous avez dit, en fait, vous faites aujourd'hui une lettre de motivation pour le faire parce que derrière, comme je vous ai dit, les ONG en font une manne.
Et derrière, l'État dit il faut respecter les droits de l'enfant. Oui, mais vous avez posé aussi la question de la gratuité de l'enseignement. Non, ça ne veut rien dire. C'est le maintien des enfants à l'école qui se pose aujourd'hui. Le tout ne suffit pas de rendre l'école gratuite, mais comment on fait pour que les enfants n'abandonnent pas les classes? Moi, dans mes recherches, dans mes terrains, je me rends compte que des enfants, à partir d'un moment donné, abandonnent l'école pour aller au Nigeria travailler. Parce qu'on ne peut plus tenir. C'est gratuit, mais le maître demande un cahier. Qu'est-ce qu'on fait? Le maître demande telle autre chose. Donc, c'est des situations un peu compliquées. Il faut rendre effectivement gratuit obligatoire tout le processus. Jusqu'à 14 ans, vous devez aller à l'école, mais derrière, il faudrait qu'on supporte tout. D'où le clin d'œil que je peux faire aujourd'hui. On peut dire le régime a décidé d'assurer les cantines dans les écoles à tous les enfants. C'est un début. En plus de la gratuité. Gratuité et cantine. Vous voyez, c'est un début. Si on peut le faire, aller vers les familles pour que les parents puissent manger, s'assurer qu'ils peuvent manger au moins, je crois que ça peut le faire. Voilà. Moi, j'aimerais répondre à la deuxième partie, parce que je sais que suite au reportage, c'était 7 à 8 avec Harry Roselmack, qui avait eu un documentaire, et une femme qu'on a amenée pour témoigner parce que les gens sont partis là-bas, lui donner 150 ou 200 euros, elle est partie là raconter n'importe quoi. Donc suite à ça, l'erreur fondamentale qui a été commise, c'est la lettre ouverte de la ministre des Affaires sociales. Ça, il ne fallait jamais faire ça. Ça, c'est une erreur. Bon. Et puis, la deuxième chose, je pense que quand on avait beaucoup travaillé sur le lancement, qui a eu lieu au mois de décembre là-bas, puisque il y a eu une couverture nationale, tous les médias ont parlé. Il y avait plus de 4 chaînes de télé, y compris la télé nationale, la chaîne nationale d'État qui en avait parlé, les journaux, les magazines, tous les stations de radio, mais Africa Méo 1, bon, on a fait vraiment, il y a eu un travail de communication qui a été fait autour du lancement de cet ouvrage. Mais malheureusement, les intéressés, les autorités, je ne sais pas s'il y a un seul ministre ou je ne sais pas un préfet qui se soit déplacé pour venir au lancement, et pourtant il y avait près de 500-600 personnes dans la salle. D'ailleurs, j'ai un magazine qui s'appelle Afrique émergente, on a fait un article là-dessus pour en parler, je laisse sur la table là-bas. Donc voilà, mais le problème, je les comprends dans la mesure où j'avais des amis ministres. J'avais des amis qui étaient des directeurs de cabinet de ministres très influents au Bénin, qui avaient une dizaine d'enfants placés à la maison, qui savaient à tout faire. C'est-à-dire que sa femme s'asseyait comme, je ne sais pas, une princesse ou une reine, et on envoyait les gamines avec les trucs sur la tête pour aller vendre tout ça le soir. Il fallait faire le point, tout ça. Moi, j'ai appelé l'ami, je lui ai dit, mais écoute, j'étais avec lui un jour, et je lui ai dit, mais tu sais que tu es méchant. Et il me dit, mais comment tu me parles? Pourquoi? J'ai dit, mais regarde un peu ces gamines-là. Et parmi ces enfants, il y avait une, mais qui était très intelligente. Et celle-là, je suis sûr que si elle était scolarisée, elle allait arriver à quelque chose. Elle était, c'était une gamine qui était hyper intelligente. Je dis, mais c'est du gâchis, tout ça. Mais comment vous pouvez prendre des gamines? Je dis, mais mets-toi un peu à la place des parents de ces enfants-là. Si par exemple, moi, je prenais tes enfants, et que, inversons le rôle, quoi, les rôles. Moi, tes enfants, je les prends, je les utilise comme ça. Est-ce que ça te plairait de voir? Les enfants de ce monsieur en question ne faisaient pratiquement rien. Il y a même une qui se disait allergique au savon et à l'eau. Alors, je dis, mais elle ne peut pas aller faire la vaisselle, elle avait aller faire manger, et elle est assise là, même pour aller chercher les beignets dehors. Elle appelle les petites, venez aller me chercher ça. Et des fois, quand elle arrive en retard, mais c'est une claque. Mais pourquoi tu as fait ça? Alors j'ai parlé avec l'ami et je lui ai dit, tu sais, moi j'ai une position. Je te dis ce que je pense. Ce que tu fais, c'est un comportement criminel. Mais franchement, je te le dis, en tant que père, moi j'ai 3 enfants en France ici qui sont scolarisés. Et si moi je voyais un neveu ou une nièce dans ces conditions, j'aurais réagi autrement. Parce que, mais supposons que cet enfant-là reste avec toi jusqu'à 18, 19, 20 ans. C'est des filles. Elles partiront sans rien. C'est-à-dire aucune formation. Mais il m'a dit, mais non, mon frère, tu te trompes. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, il y a une somme que je verse aux parents au village. Je dis, mais c'est une honte. Je dis, mais
il va falloir que tu trouves une solution à cette situation. Sinon, au prochain séjour, tu ne verras plus chez toi. Alors, il est vrai, c'est qu'il a fait. Après, le lendemain, ça l'avait tellement travaillé qu'il m'a dit, mais c'est sérieux ce que tu m'as dit hier. Je lui ai dit, mais c'est très sérieux. Et je suis même en colère de voir ça. Alors donc, après notre départ, effectivement, de Cotonou, il a pu mettre les enfants à l'apprentissage de coiffure, de couture. Et aujourd'hui, donc, elles ont eu leur libération, elles ont eu leur diplôme. Et je pense qu'elles auront un avenir meilleur que ce qui était là. Là, je vais juste, maman me permet 30 secondes. En fait, dans l'ancien système, quand on plaçait son enfant, ça stimulait le travail chez les enfants des amis. Du coup, on amène un enfant d'un pauvre. Et l'enfant du fils du pauvre, il sait qu'il doit travailler. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène. Ça amène l'enfant du riche, peut-être l'enfant de la ville, à travailler parce que lui, il est premier. S'il est premier, les parents disent, mais t'as vu, l'autre là, il n'a personne. Donc, en gros, tout était fait pour que les enfants soient mieux éduqués, sans discrimination, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est la discrimination qu'on doute. On aurait bien aimé. Oui, je sais, on aurait bien aimé passer encore des heures et des heures à s'écouter, mais malheureusement,